Bonjour à tous, et je vous promets que demain matin, ce n'est pas moi qui présiderai. Je ne suis pas en train de prendre des mauvaises habitudes, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis particulièrement ravie de présider cette session qui porte sur ce qu'au Québec on appellerait les vraies affaires, c'est-à-dire le pouvoir économique des communautés comme vecteur d'intégration. Je laisserai de côté pour l'instant l'autre partie de la question, faut-il avoir peur des liens communautaires? Parlons plutôt du pouvoir économique. Alors, si vous le voulez bien, nous allons procéder de la manière suivante. Je vais d'abord donner la parole à Marie-Claude Blanche-Chaléard, qui est de l'Université Paris-Ouest de Nanterre-La Défense, qui va nous présenter une perspective historique qui va bien mettre la table sur le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, nous passerons à notre invité néerlandais, Robert Klaus Kosterman de Amsterdam. Je lui ai proposé de traduire du néerlandais à l'anglais ou au français, mais il a dit que ce n'était pas nécessaire. Bon, je crois que je dois être la seule dans cette salle qui parle plus ou moins néerlandais. Je me trompe? Non. Et puis, nous passerons à mon collègue Philippe Genestier, qui va avoir une double tâche aujourd'hui, celle de remplacer Alain Tarius, qui ne peut malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, Philippe Genestier va présenter un petit résumé, si je me souviens bien, des propos qu'aurait présentés devant vous Alain Tarius. Et puis, bien sûr, il va jouer son vrai rôle, qui est celui de discutant. Et à la suite de l'intervention de Philippe Genestier, la parole sera à vous, comme maintenant vous êtes habitués à prendre le plancher pour la discussion. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Madame Marie-Claude Blanche-Chaléard à faire sa présentation et je la remercie. Excusez-moi Annick, mais un petit complément, parce que non seulement Alain Tarius a eu un accident et donc il n'est pas parmi nous, mais aussi le président que vous avez accepté si gentiment de remplacer au pied levé, le président qui était Saïd Yayaoui, est lui retenu à l'étranger, et donc c'est pour cela que nous vous avons sollicité. Donc ce fait que cette table ronde n'est pas celle qui a été annoncée, nous nous en excusons auprès des auditeurs. Merci. Bien, bonjour à tous, et je vais, comme les intervenants hier, des sessions d'hier, remercier d'abord en particulier Philippe Genestier d'avoir permis à l'histoire d'être présente dans cette rencontre sur des enjeux contemporains. Et effectivement, plutôt que de cibler une histoire spécifique, j'ai pensé qu'il était peut-être intéressant de faire un rappel assez synthétique autour de deux points. Le premier renvoie à ce que nous avons vu hier et au titre de la session, faut-il avoir peur des communautés? Effectivement, je voudrais commencer par une petite anecdote que j'ai racontée hier. Il s'est trouvé que j'ai fait partie du conseil scientifique de ce qui s'appelle aujourd'hui la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Cet établissement, après beaucoup de vicissitude, avait finalement le projet a été porté par Jacques Chirac après l'élection présidentielle de 2002, où il s'était trouvé avec Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Et c'était Jacques Toubon qui avait été chargé de piloter l'affaire. Et à cette époque, j'avais été extrêmement surprise même et frappée du fait qu'à chaque fois qu'on prononçait le mot communauté, aussitôt Toubon montait sur ses grands chevaux. Non, on ne va pas parler de communauté, c'est pas possible. Il était impossible d'imaginer un musée, puisque l'objet c'était de faire un musée, d'imaginer un musée qui soit organisé autour des histoires communautaires, moyennant quoi le musée actuel est illisible. Si jamais vous y êtes allé, vous avez pu peut-être vous en rendre compte. Et en fait, deuxième partie de l'histoire, il se trouve, comme j'ai travaillé sur les Italiens, et c'est pour cela d'ailleurs que
Connaissant mes travaux, Philippe m'a proposé d'intervenir sur la question des entreprises. En fait, on m'a demandé d'être commissaire d'une future exposition sur les Italiens. Et là, avec un cahier des charges où on demande que la présentation soit faite à travers les filières communautaires, les quartiers communautaires. Et donc, on voit qu'il y a véritablement derrière cette notion de communauté une dimension très forte de représentation. Ça n'a pas toujours été ainsi, et c'est cette mise en perspective que je voudrais essayer de faire dans une partie de mon intervention. Mais l'autre partie, l'essentiel, qui va d'ailleurs être mêlée à celle-ci, est de porter sur une histoire où le mot communauté renvoie à un contenu. Et là, effectivement, je rejoins notre présidente, effectivement, quand il s'agit de communautés qui sont des groupes de migrants d'une origine, on peut dire, extrêmement proche, souvent villageoise, organisées autour d'une activité économique autonome. Alors, je n'ai pas appelé ça entreprise ethnique, qui est la formule que l'on utilise couramment aujourd'hui, parce que, j'essaierai de m'en expliquer, ça n'a pas tout à fait fonctionné de cette façon-là. Donc, dans une première partie, je voudrais évoquer ce qui s'est passé pour les Italiens, mais aussi pour d'autres communautés immigrées en ce qui concerne cette question des entreprises avant la Seconde Guerre mondiale. Bon, évidemment, l'immigration de masse, c'est la transformation en grande largeur des migrants venus du monde rural en prolétaires de l'industrie, mais il faut bien avoir en tête que, surtout pour un pays comme la France, il y a des mouvements migratoires qui se sont constitués et renforcés à partir du XIXe siècle autour de filières professionnelles et dans ce sens, les migrants venus de l'étranger comme les Italiens n'ont fait que relayer les migrants de l'intérieur qui ont constitué des communautés qui sont encore aujourd'hui fiers de leurs origines, comme les Auvergnats ou les maçons limousins. Et il faut se remettre dans un contexte où si la France est un pays d'industrialisation précoce, en fait, on a affaire pendant très longtemps à une économie industrielle en marche, avec le maintien durable de structures de type artisanal, la grande mutation n'intervenant qu'à l'époque d'après la Seconde Guerre mondiale, dite les 30 Glorieuses. Et on a donc toute une série de filières migratoires qui s'organisent souvent à partir de montagnes, avec des mouvements souvent saisonniers d'hommes et puis progressivement des implantations. Ces filières professionnelles peuvent être fondées soit sur des savoir-faire, par exemple les mosaïstes vénitiens ou les charbonniers lombards, ou constituées en fonction de besoins liés à la croissance économique et urbaine. On aura par exemple une filière de chauffagistes, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'aller allumer les chaudières à charbon dans les immeubles parisiens, qui viennent de la région de Parme, les vitriers du Val Soana. Ce modèle a finalement été celui qui a permis aux Italiens d'investir une part importante de l'industrie du bâtiment. À partir du début du XXe siècle, ils ont déjà constitué un certain nombre de petits groupes installés et ils remplacent les Limousins dans les secteurs inférieurs de ce métier. Le bâtiment est en fait l'exemple type de l'activité économique peu concentrée dans une France où il y a des besoins énormes puisque le pays est en voie d'équipement et de construction. Alors, en fait, on a la constitution d'un certain nombre de territoires qui sont dans des économies de sous-traitance, de petits budgets sur lesquels je vais revenir, mais progressivement des réseaux se mettent en place et ce métier de rebut devient une spécialité où les Italiens sont reconnus. Et dans les années 50,
En fait, on a d'un côté la figure de l'entrepreneur italien, avec dans des secteurs comme la peinture-plâtrerie, un tiers des entrepreneurs qui sont italiens, et l'autre figure est celle du chef de chantier italien. On a donc une espèce de voie d'intégration collective autour de ces communautés du bâtiment qui, en même temps, concentrent une très forte vision, une très forte cohésion identitaire de ces Italiens. Alors, je voudrais vous donner des exemples qui ne sont pas seulement... Enfin, un autre exemple italien, si, parce que c'est un autre type de métier qui attire l'entrepreneuriat. Ce sont des professions artisanales qui sont en voie de déclin, comme par exemple l'industrie du meuble dans le faubourg Saint-Antoine. C'est une industrie qui est déjà assez cosmopolite en ce qui concerne ces entrepreneurs, mais qui, au cours du 19e et surtout du 20e siècle, perd des marchés face à l'industrialisation du meuble. Mais les Italiens vont maintenir jusqu'après la Seconde Guerre mondiale toute une partie de l'industrie du meuble en jouant sur les réseaux communautaires, l'emploi communautaire, avec des prix qui leur permettent de maintenir des ventes auprès de grands magasins comme le Bon Marché. Et donc, on a cette espèce de survie qui est liée à l'efficacité de l'économie communautaire. Troisième exemple, beaucoup plus connu, celui des Juifs dans le domaine de la confection. Alors ça commence au XIXe siècle dans le quartier du Marais, où les Juifs s'installent dans ce travail à façon qui est tellement classique dans les régions, dans les grandes villes, et en particulier à Paris, et ils vont cibler une production, au départ, la casquette. Or, cette casquette, c'est un des emblèmes vestimentaires du monde ouvrier, et donc il y a un marché considérable, et on a là une activité qui va se développer, et à côté de cela, surtout à partir de l'entre-deux-guerres, quand viennent... Alors ces Juifs venaient de Russie, et à la suite des pogroms de la fin du XIXe siècle, la migration ashkénaze se poursuit de façon très importante dans l'entre-deux-guerres avec les Juifs polonais et puis aussi des gens qui venaient de Roumanie, etc. Et beaucoup s'installent comme tailleurs et organisent autour, en particulier du Sentier, une véritable concentration de la confection. Enfin, dernier exemple, à la veille de la crise, enfin pendant la crise des années 30, les Arméniens qui sont arrivés après le génocide arménien en France et qui ont, alors là je parle de ceux par exemple d'Issy-les-Moulineaux qui travaillaient dans les grandes usines de la région parisienne comme Renault. Avec la crise, les hommes sont mis au chômage, ils achètent des métiers mécaniques et mettent toute la famille au travail, en particulier les femmes qui ne sortaient pas de chez elles et qui ainsi sont intégrés au processus de travail et ils deviennent entre guillemets les rois de la maille, hein, c'est-à-dire du tricot mécanique. Donc bon, ce ne sont que quelques exemples, mais qui nous permettent à la fois, et ça sera le deuxième point, de comprendre comment il y a dans cette entreprise, dans ce mode entrepreneurial qui est vraiment fondé sur le système communautaire, à la fois un moyen d'insertion économique et en même temps un véritable rôle social qui est joué. Alors, en effet, en ce qui concerne les ressorts de l'économie, bon, ce sont des choses connues, mais qui existent pour aujourd'hui, mais qui existaient déjà dans le passé. Il s'agit de segments qui sont délaissés par les indigènes, de secteurs en perte de vitesse, d'économies sous-traitantes, mais vous le voyez, je n'ai pas choisi de parler des commerces ethniques, des cafés, des boutiques destinées aux originaires. On a là des modes d'économie qui sont des secteurs qui sont connectés à l'économie française et qui sont pour le marché français, qui d'ailleurs peuvent s'adapter particulièrement bien. Je pense par exemple
au bâtiment italien et à tout le développement du pavillonnaire qui a pu y avoir dans l'entre-deux-guerres et dans les années 50. La méthode... ce qui fait que dans ces entreprises, il y a finalement un contact avec la clientèle française et d'ailleurs, très souvent, dans les quartiers d'habitation, il y a un mélange entre le style du quartier ouvrier populaire et la présence et les activités de ces étrangers. La méthode, eh bien, c'est la méthode, on va dire, bien connue de ce type d'activité communautaire fondée à la sur la faiblesse du capital financier et la richesse du capital social, sur, en ce qui concerne les relations, la confiance et puis, bien entendu, au début, l'auto-exploitation et l'exploitation de l'ensemble des originaires, l'exploitation de la maisonnée, l'exploitation de tous ceux qui viennent du pays, et c'est véritablement sur ce sur-travail, dirait Marx, qu'est fondée l'efficacité avec des prix qui sont les prix les plus bas. Alors c'est particulièrement connu dans le domaine de la confection, avec ce qui a été surnommé dans les pays anglo-saxons le sweating system. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans la confection parisienne. Et dans son livre sur l'histoire de la confection comparé à Paris et à New York, Nancy Green a bien montré comment, en fait, ce secteur de la confection était fondé sur l'exploitation d'une main-d'œuvre sous-payée, des femmes, des immigrés, des sans-papiers, avec des communautés qui changent, mais et puis aussi la nécessité d'une adaptation permanente à une industrie de la mode qui change sans cesse. Et donc, ceux qui étaient considérés au XIXe siècle comme l'exemple de l'esclavage est au contraire plus ou moins valorisé aujourd'hui comme le modèle de la flexibilité. Et donc, on a là un exemple d'activité qui est véritablement fondée sur cette économie ethnique. En même temps, à côté et de... Enfin là, j'ai déjà un peu entamé le troisième point que j'appelle l'envers du décor. C'est vrai que les réussites sont fragiles, que ces entreprises restent dans un domaine qui est un niveau inférieur de l'économie, avec pas d'accès au crédit. Par exemple, il y a eu des mesures pour l'accès au crédit des entreprises après la Première Guerre mondiale. Les étrangers n'y ont pas eu accès. La surexploitation, j'en ai parlé, mais aussi ces activités d'entrepreneuriat ne sont pas à idéaliser comme étant toujours les voies de l'ascension sociale et de la mobilité sociale. Claire Zalck, dans sa thèse sur les petits entrepreneurs étrangers, a montré au contraire à quel point le travail indépendant était une position de repli quand on ne trouvait pas de travail, et surtout dans les périodes de crise, je vais en reparler pour les années 30, et donc, bon, la figure du commerçant, c'est pas le grossiste en produits d'Italie, c'est plutôt le marchand de 4 saisons ou le marchand de fripes, le marchand ambulant, qui est d'ailleurs le premier à être réglementé dans le contexte français. Donc, cette activité de repli ne doit pas être oubliée, et elle fait écho, bien entendu, à tout un entrepreneuriat étranger d'aujourd'hui. Alors, le dernier point sur lequel le dernier point que je n'ai pas développé dans cette partie, c'est la question du rôle social des communautés. Alors, c'est bien connu, mais c'est important. D'abord, ça permet à ces communautés d'exister, d'avoir un contenu. Contrairement aux communautés dont nous avons cherché sans cesse le contenu hier, il y a là une réalité qui en fait se fonde sur des hiérarchies, sur une organisation territoriale. Je n'ai pas le temps d'y insister, mais elle est très importante. Les entrepreneurs assurent l'emploi, assurent les liens avec le pays, assurent aussi, empêchent le déracinement.
Et il assure aussi le maintien d'un idéal, d'un modèle qui est le modèle du travailleur indépendant, cher à beaucoup de petits paysans qui ont envie de s'installer à leur compte, et qui était déjà le cas pour les Français. Et donc, on a là quelque chose qui permet de faire du lien social, pour reprendre ce que nous avons dit hier. Et en même temps qu'on a là ces communautés qui vivent sur elles-mêmes, qui fonctionnent autour de l'identité régionale, plus régionale que nationale ou locale, eh bien, on a aussi un véritable sas d'intégration. Parce que ça, c'est ce que montre bien toute l'histoire de l'immigration, c'est qu'en fait, la véritable intégration, elle ne se fait pas avec des politiques d'intégration, elle se fait par l'intermédiaire de ce, on va dire, réconfort communautaire qui permet d'empêcher le déracinement. Alors, je reste dans la même période et évoquer quand même quelque chose qui est important concernant le contexte par rapport à la petite entreprise étrangère et par rapport aux communautés entre le 19e siècle et 1945. Gérard Noiriel a bien montré qu'en fait, la législation française s'était appliquée à contrôler et discriminer l'étranger pour le protéger à la fois l'économie nationale et l'identité nationale. En fait, la question se pose beaucoup moins pour l'entrepreneur indépendant que pour l'ouvrier, parce que c'était la classe ouvrière qu'il s'agissait de protéger, et d'ailleurs, les premiers à protester contre les étrangers étaient les syndicats, ces corps intermédiaires dont on a parlé aussi, et donc il s'agissait de nationaliser la classe ouvrière française, et pour cela, de lutter contre les étrangers. Bon, je vais très vite. En revanche, on est dans un contexte libéral. Et il faut bien voir que l'État qui intervient partout, etc., c'était pas du tout comme cela avant 1945, et même jusqu'en 1914, il n'y avait pas de contrôle aux frontières. C'était la libre circulation. Ça a été introduit, évidemment, à partir de la Première Guerre mondiale, mais on en est resté au statut de la libre entreprise, parce que la libre entreprise, c'était sacré, et donc le travailleur indépendant n'avait pas besoin d'avoir de carte de travail, n'avait pas besoin d'avoir de contrat, il devait avoir une carte d'étranger, point barre. Et donc, cela a continué jusqu'aux années 30. Autre point, quel regard sur les communautés? Eh bien, contrairement à ce qui se passe dans la période contemporaine en France, il n'y avait pas, aussi curieux que cela puisse paraître, de vision négative des communautés au sens culturel du terme. Effectivement, l'étranger faisait l'objet de toute une série de suspicions, de méfiances, etc. Mais c'était dans trois domaines. Premièrement, domaine, on va dire, de police, l'étranger subversif, celui en particulier qui va introduire les idées socialistes, etc. Deuxièmement, un domaine de défense de la nation. On surveillait les communautés qui risquaient d'être trop repliées sur une revendication nationaliste, comme par exemple les Italiens de la région de Nice. Et puis, puisqu'on était dans une Europe qui était loin d'être une Europe en paix, et que la question nationale était extrêmement forte. Et puis, le troisième domaine, eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la question économique, la menace de l'étranger qui prend le travail des Français. Et cela m'amène aux années 30. Et je ne sais pas si parce que je suis un peu en retard. Oh là là, bon, on va y arriver. Donc, dans les années 30, en fait, toute cette xénophobie... Enfin, oui, ce que je voulais dire aussi sur les communautés, c'est que les communautés, disons,
par les intellectuels et les autorités, était en général plutôt bien vu, parce que justement, c'était un lieu on va dire, de contrôle social interne pour les étrangers. On appréciait qu'il y ait des familles, etc. Et on a même accepté, lorsque les Polonais, mais là il ne s'agit pas d'entrepreneurs, mais lorsqu'ils ont demandé à avoir des cours de polonais et d'histoire polonaise dans les écoles publiques françaises après les cours, eh bien, ça a été accepté. Le gouvernement français utilisait les associations, parce que les étrangers avaient la possibilité de la loi de 1901, utilisait les associations russes qui étaient très bien organisées pour s'adresser à la communauté russe, entre guillemets, et donc on n'était pas du tout dans la chasse aux communautés. En revanche, et on ne va pas dire qu'il y avait une figure de l'étranger qui a pris une dimension extrêmement de rejet très brutal dans les années 30, puisque à l'époque, ce qui était la formule clé, c'était pas communautarisme, c'était étranger indésirable. Alors, l'étranger était indésirable, à la fois donc pour des raisons nationales et aussi pour des raisons économiques, en surnombre dans l'économie nationale. Et cette loi de 1932 pour limiter la présence des étrangers dans les entreprises, en fait, a eu disons une extension pour la première fois dans le domaine du travail indépendant. À la demande des chambres de commerce qui accusaient, et des petits commerçants et artisans qui accusaient les étrangers de leur faire une concurrence déloyale, d'autant que dans cette période de crise, une grande quantité de personnes ayant perdu leur emploi se lançaient à faire des petits boulots, dirait-on. Et donc, on était véritablement dans un contexte de xénophobie très important, et en plusieurs temps, mais surtout avec le décret-loi de novembre 38, les étrangers ont été contraints de demander une autorisation à la fois aux chambres de commerce et d'industrie et en même temps à la préfecture d'obtenir cette autorisation pour s'installer. C'est la carte de commerçants étrangers, la CCE, cette CCE qui ne sera supprimée qu'en 1984. Et donc on est désormais, on entre véritablement dans ce protectionnisme général. J'ajouterais que derrière cette protection du travail indépendant, il y a une communauté qui est ciblée plus que les autres, ce sont les Juifs. Parce qu'effectivement, ce qui, aujourd'hui, quand on dit communauté au pluriel, en fait, on pense à une seule, les communautés musulmanes, plus particulièrement d'origine maghrébine, mais enfin, bon. Eh bien, à l'époque, quand on pense étranger indésirable, on pense juif. Or, on dénonce un peu partout les juifs qui sont des commerçants, qui pervertissent les villes, qui créent une... Et ce sont eux, les déloyaux. Et donc, on a là véritablement une dimension de l'antisémitisme qui va bien sûr prendre des proportions effroyables pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la participation du régime de Vichy au génocide, mais aussi la législation, en particulier l'arianisation des entreprises, qui fait disparaître presque toutes les entreprises juives du Sentier. Donc j'aurais bien aimé, dans une dernière partie, évoquer ce qui s'était passé depuis 1945. Mais je vais le résumer en guise de conclusion. Parce qu'en effet, il faut dire qu'il y a 3 temps, et dans le premier temps, qui est celui de nouvelles migrations, c'est un peu un temps d'effacement des communautés. Mais je veux dire effacement des communautés, pas dans la vie, mais dans le discours public. Parce qu'effectivement, dans cette période des 30 Glorieuses, on oublie les étrangers. Pour un certain nombre de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, mais on n'en parle pas. Jusqu'à ce qu'après mai 68, on assiste à une nouvelle politisation de la figure de l'étranger
qui n'est pas vu en tant que communauté, mais à travers le discours de l'extrême gauche, en tant que travailleurs immigrés, exclus de la société salariale et victimes d'une surexploitation qui est le modèle à l'intérieur de l'exploitation du néo-capitalisme par rapport au tiers-monde. Hein, donc, on a cette perspective, mais qui en fait se réfère à une idée qui est celle que de toute façon ces immigrés ne sont pas là pour rester. Et ce qui va se passer, et c'est une des raisons pour lesquelles on parlait si peu d'eux, et ce qui se passe dans les années 1970-80 avec le retournement de conjoncture, c'est qu'en fait, on va prendre conscience au cours d'une décennie que ces étrangers vont rester. Et que comme on est en situation de crise, évidemment, ça ne se passe pas bien. Et à ce moment-là, remonte tout ce qui avait déjà commencé à remonter dans les années 70 concernant les migrations postcoloniales, particulièrement algériennes, et c'est là que sont inventés les mots modèle d'intégration et communautarisme. Jamais dans le passé on ne parlait de modèle d'intégration. On s'est mis à parler d'un modèle quand on a commencé à se dire « Ah, ces gens-là vont rester, leurs enfants sont là, maintenant ils sont avec nous et ils ne sont pas intégrés, nous avons notre modèle d'intégration ». On a commencé, mais c'est véritablement un effet de crise. Et de la même façon, la référence religieuse, mais d'une façon générale, on va dire, la protestation tous azimuts, y compris par des violences urbaines de ces populations, ont été interprétées comme allant avec le rejet de l'intégration classique, et c'est là que s'est constitué le communautarisme. Mais à ce moment-là, et c'est du coup à partir de communautarisme qu'a été brouillée la définition de la communauté, d'autant que, et qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus dire le mot. D'autant que cette communauté, effectivement, sur le plan sociologique, avait été éclatée, en particulier pour les Maghrébins. Quand on les suit dans les bidonvilles, dans les cités de transit où ils sont ensemble, et il y a ensuite l'éclatement dans les grands ensembles, les gens qui se retrouvent n'ont pas d'origine commune, d'histoire commune, sauf la guerre d'Algérie, et enfin la guerre d'indépendance pour eux, mais il y a là, ils vont se retrouver avec des Français en difficulté, d'autres étrangers, etc. Et on ne peut pas dire que ces quartiers qui sont ciblés par la politique de la ville comme étant des lieux où effectivement la communauté citoyenne pourrait s'exprimer, en fait dans ces quartiers il y a une histoire à construire qui n'est pas encore construite. Donc c'était le deuxième point. Mais pourtant, c'est quand même important, il faut savoir que c'est dans cette même époque, oui je sais j'exagère un peu, mais il faut savoir que, mais l'histoire est longue, dans cette même époque, le droit des étrangers a progressé. En fait, ce qui s'est mis à faire fracture, c'est la séparation entre les étrangers en situation régulière et les étrangers en situation irrégulière. Mais les étrangers qui avaient été privés du droit d'association en 1939 l'ont retrouvé en 1981, et sur l'histoire de la carte de commerçants étrangers, la liberté de faire le métier que l'on choisissait a été remise en fonction avec l'acte unique, la carte de 10 ans en 1984. Donc il y a quelque part des possibilités, mais ces possibilités n'ont pas été exploitées du côté de l'entrepreneuriat. Or, cet entrepreneuriat, on le voit, et c'est tout à fait la fin, parce que ça va introduire la conférence suivante, cet entrepreneuriat, on le voit aujourd'hui réapparaître à la lumière d'un contexte nouveau, qui est un contexte qui n'est absolument pas comparable à celui du 19e siècle, mais qui est un contexte où l'initiative des étrangers va se trouver stimulée par toute une série de conditions, parmi lesquelles la mondialisation, les circulations transnationales, les diasporas, mais aussi tout ce développement de l'illégalité qui fait que, et puis de l'absence d'emploi, qui fait qu'on va essayer dans d'autres domaines de trouver à s'installer que dans celui
de l'industrie ou de l'activité salariale. Je vous prie de m'excuser, Madame la Présidente, je vais m'arrêter là et laisser la parole à mon... Merci, merci. Et donc, je n'ai plus besoin d'introduire le prochain conférencier, c'est fait. Alors, Monsieur Klosterman. Oui, merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette conférence pour inviter et pour donner moi l'occasion de faire une présentation. Mon français est là, ne suffit pas pour une présentation en français, et donc je continuerai en anglais. And I think that my presentation ties in very much with what Mademoiselle Blanc Chaléard has just said. I think she gave a historical perspective, and I would like to continue on that from a certain perspective. So, what I would like to do today is first to give an introduction on the particular perspective that I will be using. Secondly, I will look at communities as a strategic economic resource. So that will be the second part of my presentation. And then I will look, and I think that was also very much in your presentation, networks as a double-edged sword, you know, the surexploitation that my predecessor talked about. I think that's also a very important part of these communities. And I would like to conclude by reflecting on the question, to what extent should we foster communities, giving the both the pros and cons of these communities. First, I would like to say a bit more about the perspective. And today I look at communities very much from the perspective of economic sociology. To what extent do migrant communities contribute to enhancing the life chances, to use a Weberian term, the life chances of people, and to what extent are they able to contribute to upward social mobility? So that's the question that I would like to address today. I will not be giving a definitive answer, but I will try to reflect on this question from a particular perspective. And the perspective that I will be using is very much, I already mentioned that, is very much derived from economic sociology. So I'm very much influenced by people like Mark Granovetter, Roger Waldinger, Alejandro Portes, and I will use also some of the things that we have been doing in the mixed embeddedness project, a large research project on migrant entrepreneurship in the Netherlands that I did together with my colleagues Jan Raad, Jonne van der Leun, and Katja Rosinovic. So I will say a bit more about that as well. First, communities as a strategic economic resource. It was already mentioned in the presentation by Madame Blanc Chaléard that tight-knit communities may provide social capital. So they are important in creating a particular kind of resource. And if you look at social capital and the way it can be used as an economic resource, then first of all, it provides access to other resources. It provides access to financial capital. It provides access to knowledge about markets, knowledge about suppliers, knowledge about customers, knowledge about how to get other resources, and it may also provide access to labor. So in that sense, it's a highly strategic economic resource. And also, a point which was very much emphasized by Alejandro Portes when he did his work on migrant communities in Florida, Miami, it might also lower transaction costs. So the cost of doing business can be lowered if you are part of a tight-knit community. Then you don't need a contract because you will trust the supplier, you will trust the customer that he or she will pay. So in that sense, communities will really contribute to doing business, to getting a job. And you can look at social capital as a strategic economic resource for workers. So they may get jobs through referrals, so they may use their networks to get a job. Other group members will say, there's a vacancy, so why not ask this person from their own network? So in that sense, it will really help people getting a job. And
one of the examples, example which is derived from the work by Roger Waldinger, if you look, for instance, at the fire brigade and the police in New York in the 20th century, it was very heavily dominated by the Irish, because there the networks were really effective in employing more Irish. There were already Irish, and if there was a vacancy, then other Irish people would be asked to fill that particular vacancy. So for workers, it's also a very strategic resource. But if you look at entrepreneurs, that's very much part of the research that we have been doing in the Netherlands, then it's also a very important resource. So first of all, it's about markets. Entrepreneurs do need a market. If there's no market, then the business won't be successful. And communities may constitute an ethnic enclave, a captive market. So you can sell your product to co-ethnic members of the same community. Also, it's very much related to the point I just made about trust, financial capital. Members of the community may provide you with financial capital. And if you look at the Netherlands, then there's quite a significant difference between Turkish entrepreneurs and Moroccan entrepreneurs. The trust between Turkish entrepreneurs is much higher than among Moroccan entrepreneurs, so it's much easier for Turkish entrepreneurs to get financial capital through their networks than for Moroccan entrepreneurs, and Turkish entrepreneurs are also much more successful. Another strategic aspect of social capital, of being member of a community, is that you have low search costs. So the referrals will also work for the entrepreneurs. If they want to employ someone, it's much easier to get someone they already trust, they already know someone. And also, the point also made by Madame Blanc-Chaliard, it's also about low wages. So that's very much what Roger Waldinger called the other side of embeddedness. You can exploit the members of your own community, in many cases to a much higher extent than other people. But that will add to your competitive advantage. But there is also another side to it, and I will come back to that in a second. So communities may constitute captive markets. So if you start as a Turkish bakery, you are able to sell to co-members of the Turkish community with your Turkish products, with your Turkish workers, in a shop where people will be able to converse in Turkish. So in that sense, it constitutes a captive market. An easy starting point for a particular firm. I already mentioned the cheap loans and also the low search cost. An extreme case of social capital as a strategic economic resource is the ethnic enclave economy. And there are examples, not so much in the Netherlands, but you find them in the United States. For instance, the Korean community in Los Angeles. And there you see spatially concentrated economic relationships between employers, workers, sellers and customers, and they belong to one specific group. And they tend to share a set of social cultural practices which are different from the mainstream. So in that sense, you have an extreme case of a community which is articulated in an economic sense as an ethnic enclave economy. And you are also protected up to a certain extent against competition from outsiders, from mainstream competitors, up to a certain extent. So that's an extreme case of the economic articulation of a community. There are also, however, risks, and it's about the surexploitation that Madame Blanc-Chaliard mentioned. But it's also, from a longer-term perspective, workers may become trapped in a sector which might contract or decline structurally. So, for instance, if you look at the Jewish community in Antwerp, it is very much focused on the trading of diamonds. They are now being outcompeted by, partly at least, by people from entrepreneurs from India, which are also trading in diamonds. So there are almost, though the captivity, the captive market, the ethnic enclave economy also works the other way. People are imprisoned by these particular activities. So these captive markets may become dead-end streets. And eventually, like what's happening now in Antwerp with the diamond traders, eventually they might also be threatened by outsiders, by competitors from the mainstream, which are breaking into these ethnic markets.
So if you look at communities as a strategic economic resource, you can say it's a double-edged sword. At first, it provides a very good starting point, a strategic first foothold in terms of jobs and of markets of co-ethnics. But in the long run, there is very much a danger of entrapment. So you are imprisoned in a particular market, in a particular sector. And if the networks remain limited to your own group, the source of your social capital in the first phase, then you are really endangered in the long term. What we did in the Netherlands was a long-term research on migrant entrepreneurs. And if you look at migrant entrepreneurs, then you could say that they could either start a business in stagnating markets, or they could start a business in expanding markets. And expanding markets are very much markets which contain customers from the mainstream. So the mainstream customers are very important in creating, in helping to create these expanding markets. Many migrants start in vacancy chain openings, in the co-ethnic market. That's where they start. But these are the kind of openings, the kind of opportunities for migrant entrepreneurs which in the long run entrap them. And that's where we find many of the first generation Turks and Moroccans. They start bakeries, they start small groceries, catering to their own, to the members of their own group, and giving the socio-demographic dynamics, they are also imprisoned by these markets, so they can't expand. But what we're seeing now is that the second generation of Turks and Moroccan entrepreneurs, they do have mixed social capital. They are part of other networks, so they are able to target mainstream markets. If they have low levels of human capital, they will be in what is called the servile activities. If they have high levels of human capital, which is increasingly the case, they are able to engage in what we call cognitive cultural activities. So they are in consultancy, producer services, increasingly also in cultural industries. And then they are using their mixed social capital, their mixed networks, networks which contain not just Moroccans or Turks, but also Dutch, Surinamese, whomever. And they are able to use these networks to address these expanding markets. So they are out of this captivity that is the result of catering just to your co-ethnics. What we're also seeing now is the rise of a new kind of entrepreneur, the people from India and from China, very high levels of education, very much located in the ICT kind of businesses, and they are very much part of expanding markets. The Poles and the Romanians, that's one of the latest waves of migration. I guess they're also here in France. They are also part of these expanding markets, very much also in construction, using their mixed social networks to enter these kind of markets, so they are able to target expanding markets. So the general point that I would like to make is that in the end, mixed social networks, social capital, which not just includes your own the members of your own group, but other people as well, is very important to get out of these dead-end streets. In the Netherlands, Madame Blanche-Chaliard already came with a historic analysis. I would like to say a little bit more about the Netherlands. In the Netherlands, we used to have a very strong corporatist tradition. There's still something left of it. And the society used to be organized in what we call pillars. So you had the Protestant pillar, the Roman Catholic pillar, and the liberal socialist pillar. And these pillars encompass nearly every aspect of life. So unions, employer organizations, but also broadcasting organizations, newspapers. So there were these what's called vertical columns, and people's lives were very much structured by these pillars. And there was not much intermarriage, so it was very rare for people from a Protestant background to marry someone from a Roman Catholic background. So in that sense, my parents were rather special. But that also created shared political space. So in between the state and the market, and in between the state and individual citizens, there were these organizations. And they were very much successful vehicles for emancipation of disadvantaged groups. So Roman Catholic laborers, workers, socialist workers were
very much dependent on these pillars to move upward in Dutch society. But the emancipation process was more or less completed in the 1970s, and after that the pillars more or less disappeared. Why were they successful? First of all, I guess that the Trente Glorieuses, not just limited to France, but also very much present in the Netherlands, a rapid economic growth, a very rapid expansion of employment. So that was very useful in that time. But also, there was also a community aspect attached to it. The pillars were large, comprehensive, and not concentrated in one sector or region. So in that sense, they were already very much mixed. There's now in the Netherlands very much a discussion how to organize and to foster the emancipation of minority groups. And a former Prime Minister, Ruud Lubbers, from a Catholic background, he thought that, that the model of the pillar would also be suitable for Moroccans and Turks. So he said, why not have an Islamic pillar? But that's, I think, a very different ballgame. Because if you look at the current migrant groups, they have much less resources in many cases, and they're also spatially concentrated in particular neighborhoods. They're much smaller. So the risk of entrapment in ethnic enclaves, but also not just limiting them in economic terms, but also creating particular social and political consequences is much larger than in the former case of the Roman Catholic, the Socialist and the Protestant pillars. So I think the lessons that can be learned are, in my view, as follows. I think that existing communities are very important in providing a starting point for workers and entrepreneurs. So they are very strategic in enhancing life chances, but it's only in the first phase. And they are indeed able to empower disadvantaged groups. But you should also be very much aware that these can be dead-end streets. And given the what is happening now with what I think Madame Blanche-Chaliard called it neo-capitalism, or to use an Anglo-Saxon phrase, the neoliberalism, I think there is a rising need for local institutions between state and market to protect people, to decommodify, so to protect them from market forces. And that's, I think, why we need these local initiatives. But top-down won't work. You can't just say we want to have a local initiative here or we want to have it there. It won't work like that. So it has to build on existing local initiatives. But I would say that given the looming danger of people becoming entrapped in a particular community, you should aim at fostering multiple, partly overlapping initiatives, so people won't get stuck in a particular set of social relationships. And I think also you should foster different initiatives and different composition of groups to create a broader base. And I think it's very important for the organizations which are helping these kind of local initiatives, facilitate them, enable them, but don't try to steer them in a top-down way. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. And bon. Désolée. Je suis désolée. Alors, j'étais encore dans l'esprit de la conférence qu'on vient d'entendre. Alors, merci à Monsieur Klostermann d'avoir rattrapé le temps. Et puis, maintenant, nous allons passer la parole à notre Monsieur Genestier qui va nous faire part un petit peu des propos de Alain Darius, je suppose. Donc effectivement, je vous le confirme, je ne suis pas Alain Darius. Je vais essayer, dans la mesure de mes moyens, de vous faire part du propos qu'il avait préparé pour nous. Alors, Alain Darius avait... excusez-moi, je cherche le PowerPoint qu'il avait préparé. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Très bien. Merci Marie.
Donc, Alain Thérius avait été sollicité par nous parce qu'il travaille sur un aspect qui nous avait semblé très intéressant quand nous avions réfléchi à l'organisation de cet atelier sur la dimension économique du phénomène communautaire. Et cet aspect sur lequel travaille Alain Thérius, c'est l'aspect de la mondialisation communautarisée ou de communautarisme mondialisé, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, il travaille sur une échelle spatiale et sur une échelle économique qui fait exploser d'une certaine façon nos cadres mentaux un peu figés par la façon dont a priori on conçoit la question de la communauté en France, puisqu'on sait bien, et surtout quand on est à Vaux-en-Velin, on sait bien que la question des communautés se pense aujourd'hui explicitement ou implicitement en termes de banlieues, en termes de groupes sociaux enquistés d'une certaine façon, relégués, situés en tout cas dans certaines portions du territoire. Or, Alain Thérius nous propose de regarder comment les logiques économiques actuelles, d'une certaine façon, permettent de voir que la communauté est un phénomène international qui relève de logiques tout à fait transnationales. Et ça permet aussi de voir comment ce phénomène transnational se répercute et modifie la vie même de nos banlieues, puisqu'il y a des résonances, des répercussions dans l'organisation sociale et territoriale qui était issue de la période fordiste et qui sont en train d'être transformées complètement par la globalisation. Donc, le propos d'Alain Thérius porte, comme vous le voyez, sur la naissance, la mobilisation et la fluidité des liens communautaires en contexte de mondialisation commerciale, ou sur la logique du pour-to-pour, c'est-à-dire, c'est un mot qui est dérivé bien sûr du peer-to-peer, mais qui veut dire directement du pauvre au pauvre, dans un nouvel ordre du monde post-fordiste. On va voir ce qu'il s'agit. Logique du pour-to-pour qu'il réfère à ce qu'il appelle la transmigration. La transmigration étant ce qui se supplante, se superpose, voire remplace la logique de l'immigration. Ce qui conduit à un déplacement d'une vision de la communauté selon une problématique sédentaire à une vision de la communauté dans une logique de nomadisme, ce qui transforme aussi la question de l'ethnicité en question du cosmopolitisme, et qui réfère ou infléchit la question de la banlieue en question des réseaux. Alors, quels sont les gens et les lieux de ce que Alain Thérius appelle la transmigration? Alors, il se focalise dans le papier qu'il nous avait envoyé, il se focalise en particulier sur une économie particulière qui se développe dans l'import-export, plutôt dans l'export d'ailleurs, de produits high-tech en provenance du sud-est asiatique, avec toute une filière, un réseau de distribution qui parasitent les réseaux de distribution traditionnels. Il s'agit notamment, pour le dire de manière tout à fait précise, il s'agit précisément de la production de matériel high-tech de grand public, des appareils photographiques, des smartphones, des caméras VHS ou vidéo plutôt, des MP3, etc., toute une série donc d'appareillages produits dans le sud-est asiatique et qui est commercialisé pour les entrées de gamme
par les grandes marques qui ont pignon sur rue, les Sony, les Panasonic, etc. Donc, qui sont produits en Chine, mais avec sous licence d'entreprises japonaises souvent. Donc, ces grandes marques diffusent leur entrée de gamme d'une manière tout à fait particulière, notamment en exportant de manière massive ces produits de grande consommation vers les Émirats. Donc les comptoirs émiratis, qui sont ensuite dispatchés, reconditionnés et distribués via toute une série de filières qui passent du Moyen-Orient vers l'Europe de l'Est, et puis ensuite qui remonte sur l'ensemble de l'Europe occidentale jusqu'en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, ces réseaux de distribution qui sont organisés sur la base de filières communautaires produisent un certain nombre de biens qui sont comment dire, des biens relevant d'une économie au noir ou d'une économie grise, qui ne respecte pas ni les protocoles d'importation, ni la taxation, qui ne s'inscrivent pas dans des réseaux de distribution avec pignon sur rue, taxation, pas de porte, etc. Mais en revanche, ces biens sont des vecteurs de survie ou alors même peut-être d'ascension sociale pour un certain nombre d'acteurs sociaux, de groupes sociaux qui se spécialisent dans la distribution, le transport, la logistique de diffusion de ces biens. Il s'agit des biens qui sont d'une certaine façon tombés du camion, c'est comme cela qu'on dit en France, c'est des biens qui s'échangent de la main à la main, c'est comme ça des mano a mano que l'on dit en italien, c'est-à-dire que ce sont des biens qui ne s'inscrivent pas dans les circuits marchands traditionnels. Ça représente un chiffre d'affaires tout à fait important. Et ce que retient en particulier Alintarius, c'est que cette économie mondialisée ultralibérale, d'une certaine façon, qui est faite à la fois de la rencontre du high-tech et du bricolage avec des formations sociales tout à fait traditionnelles, et puis du bricolage aussi en termes logistiques, puisque ces biens passent par des souks, des barques de pêcheurs sur les côtes de la mer Noire, partent en camion sur les routes et les pistes de l'Asie centrale, puis de l'Europe de l'Est. Donc toute cette logistique est tout à fait hybride, et elle produit aussi des formes d'hybridation sociale tout à fait surprenantes, notamment parce que s'y retrouvent des populations bigarrées, des populations originaires d'Asie centrale, originaires d'Europe de l'Est, des Serbes, des Bulgares, des Monténégrins, mais aussi des Turcs et aussi des Maghrébins. L'ensemble de ces populations travaillent ensemble, collaborent, produisent dans un certain nombre de lieux spécifiques. Par exemple, le port d'Odessa, nous dit Alintarius, produisent quelque chose que Alintarius appelle moral area, en reprenant l'expression d'Erza Park. Il veut dire par là qu'il s'agit d'un lieu dans lequel, comme peut l'être une métropole, d'un lieu dans lequel se produisent des formes de rencontres où chacun va vers l'autre et se produisent des formes d'ajustement culturel, cognitif,
qui permettent à des individus d'origine extrêmement différente de produire un certain nombre de normes de comportement suffisamment régulées pour qu'ils puissent échanger à la fois verbalement, dans un très mauvais anglais, mitonné d'allemand du côté des Turcs, mitonné d'arabe pour d'autres parties, mais il y a une forme de langage commun qui émerge, et sur la base de ce langage commun, il y a des transactions qui peuvent être passées avec des phénomènes de réduction progressive de ces coûts de transaction. Il y a des mécanismes de confiance, d'engagement, de gage, qui permettent de stabiliser les relations entre l'ensemble de ces populations hétéroclites, et qui pourtant, bien qu'assises sur leur communauté, trouvent les moyens d'articuler les rapports et les relations entre ces différentes communautés. Tarius insiste sur le fait que cette articulation cosmopolite plutôt entre des groupes qui sont très différents n'est possible que parce que, d'une certaine façon, chaque individu est indexé à sa communauté et que sa communauté est représentée, connue comme telle dans ces mécanismes d'articulation. D'une certaine façon, c'est les communautés d'appartenance de chacun des individus qui constituent quelque chose comme le garant de l'honnêteté relative, puisqu'on est dans le travail au noir, mais de l'honnêteté quand même, de la transaction. Et c'est parce qu'il y a un contrôle social interne à chacune des communautés qu'il y a une collaboration intercommunauté qui peut se déployer et qui peut permettre une division du travail, une rationalisation des circuits de production et de diffusion de ces biens sur ces marchés internationaux. Alors, deuxième aspect sur lequel insiste Alain Tarius sur donc ce thème de la transmigration, c'est comment cet phénomène, donc non pas lu d'immigration mais de transmigration, comme il le dit, je le répète à nouveau, comment ce phénomène percute les banlieues. En fait, il insiste sur le fait qu'il y a une forte interpénétration, une forme de substitution du projet social et économique, de l'intégration des immigrés nationaux qui passaient par le salariat dans un modèle fordiste, par une projection d'un nombre de plus en plus important, mais qu'il est bien sûr très difficile à quantifier, puisque tout ça relève plutôt du phénomène occulte, du travail au noir, etc. Donc c'est, selon lui, de plus en plus important, bien que difficilement quantifiable. Il y a donc une forme de substitution d'une intégration national, salarial de type fordiste, par un projet proposé aux jeunes des banlieues qui passe par la connexion, la participation à ces phénomènes de diffusion de l'économie globalisée. Alors, pour le meilleur relatif et pour le pire absolu. Le meilleur relatif, c'est qu'il peut y avoir des processus d'autonomisation, de confortation progressive dans des activités d'importation, de diffusion, etc. Et pour le pire absolu, c'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas être naïf, les mêmes filières qui servent à diffuser des MP3 peuvent aussi être des filières qui servent à diffuser de la gomme de pavot, voire qui servent à produire de la prostitution internationale. Donc il y a, d'après Alain Tarius, un processus comme ça qui se met en place et qui, d'une certaine façon, constitue, et certains le redoutent, un des seuls horizons offerts, un des seuls horizons positifs
d'un point de vue individuel, offert pour un certain nombre de jeunes issus de l'immigration, comme l'on dit encore aujourd'hui, pour nos quartiers défavorisés. Alors, il y a cet aspect économique, il y a un autre aspect que Alintarius examine particulièrement, c'est l'aspect qui relève d'une forme d'autonomisation de la production de services dans la communauté islamique en particulier, qui est liée à ces réseaux. Il étudie notamment le phénomène de ce que l'on appelle les médecins égyptiens. En fait, le plus souvent, ce sont des médecins formés à Damas ou au Liban. Et ces médecins qui ont pu exercer un temps dans le système hospitalier français, mais dans des conditions souvent très mauvaises, assurant un très grand nombre de gardes, etc. Donc ces médecins développent une nouvelle forme de pratique qui embraye, qui reprend le circuit en pointillé de ces circuits de diffusion ces médecins donc offrent ce qu'ils appellent des consultations islamiques, c'est-à-dire des consultations sans dénudation auprès des femmes de la communauté islamique, et qui sont donc à la fois dans une pratique traditionnelle de la médecine, mais en même temps sont validés par leur passage dans le système hospitalier français, ce qui permet d'assurer la confiance, et d'autre part, ils sont tout à fait connectés sur le marché international du médicament. Il y a un certain nombre d'aides médicaux et d'infirmiers, de pharmaciens qui utilisent l'Internet pour accéder aux produits de pointe de l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc, ce que veut dire par cet exemple de la pratique médicale cosmopolite qu'analyse Fernand Braudel, c'est que là aussi, il y a des formes d'interpénétration entre une forme de dénationalisation, dénationalisation, comme le dit Saskia Sassen, des processus de production de biens et de services, et notamment de services publics comme la santé, avec des nouvelles logiques, et dans ces logiques, la reliance communautaire, c'est-à-dire la capacité à produire des liens avec une dimension sémantique forte à ces liens, parce que il y a une structure de connaissances et des catégories cognitives partagées, d'une part. Donc cette structure cette reliance communautaire a aussi, d'après Alintarius, des effets sur les résiliences locales, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui permettent localement d'encaisser le choc de la crise de l'emploi, la crise liée au phénomène d'absence de taux de croissance, et donc d'une certaine façon c'est des voies et moyens qui permettent à des groupes sociaux de s'adapter, de trouver des alternatives et des débouchés pour se construire des perspectives à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue pratique, d'un point de vue en termes de services, mais aussi en termes de constitution d'un horizon à la fois spatial et existentiel, un horizon pour les individus, un horizon ouvert, bien que ces individus, d'une certaine façon, se ressourcent dans une origine communautaire qui n'est plus conçue comme un obstacle, mais qui est conçue comme, au contraire, une base nécessaire pour que cette projection vers ailleurs spatialement et vers le futur soit possible. Voilà, je vous prie d'excuser ma façon très schématique, sans doute, d'exposer le propos d'Alintarius. Alors, son propos est présenté dans un article du Monde diplomatique qui devrait
paraître cet été, d'une part, et puis d'autre part, il est aussi exposé dans un article qui est paru en 2013 dans la revue Espace-Temps sur les sites migratoires de l'économie mondialisée, et qui porte notamment sur le port d'Odessa et sur la constitution des diasporas et des communautés cosmopolites qui embrayent sur cette économie dénationalisée et post-fordiste. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment pour ce travail merveilleux de traduction, d'une certaine façon. Hein. Et alors, on va donner quand même quelques secondes à Philippe Genestier pour changer de casquette, puisqu'on a parlé tout à l'heure des casquettes, puisque maintenant, il va jouer le rôle du discutant. Je vais jouer le... Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, donc si je suis long, bien sûr, Madame la Présidente, ou dans la salle, vous m'arrêterez, mais... je souhaiterais à la fois reprendre ce que j'ai retenu de vos deux présentations, Marie-Claude et Robert, et puis peut-être articuler à partir de cela une petite réflexion sous forme de questions sur ce que l'on peut attendre de l'objet de cette matinée, c'est-à-dire ce que l'on peut attendre de l'appréhension de la question des communautés par le biais, par le spectre de l'économie. Alors, premier temps, un petit retour très bref sur le propos de Marie-Claude Blanchard-Léard. Sa perspective historique, nous l'avions souhaité, et je crois que nous avions bien fait de le souhaiter, parce que je crois que passer par l'histoire, et donc regarder l'historicité à la fois des phénomènes sociaux, mais aussi des façons dont on se les représente, est une forme d'hygiène mentale absolument nécessaire quand on parle de questions aussi lourdement chargées, connotativement prédéfinies, que la question des communautés. Alors, d'une certaine façon, Marie-Claude, vous nous avez montré, je vais retenir un certain nombre de mots-clés dans votre propos, que la notion de communauté renvoie finalement à des phénomènes sociaux, je dirais même socio-économiques et urbains, tout à fait traditionnels. C'est la notion de filière et de trajectoire. Hein. Que ce soit des populations migrantes des provinces ou de l'étranger, pendant très longtemps, il y a eu l'existence de filières familiales, de filières de lieux de résidence originelle ou de filières professionnelles qui ont tramé le territoire et qui ont produit des trajectoires qui permettaient aux individus de faire le saut du monter à la ville et de l'abandon du village, du cocon familial, de l'activité artisanale ou surtout agricole, pour aller donc se projeter dans le grand bain de l'industrie ou de l'artisanat. Et c'est un autre aspect que je retiens de votre propos, c'est la question de l'articulation entre cette industrie et cet artisanat. Je crois que il faut là aussi tenir compte très fortement des phasages historiques. Il y a des grandes périodes. D'une certaine façon, je dirais qu'il y a un temps long, en essayant de généraliser un peu votre propos, en disant il y a un temps long qui est celui de l'artisanat autonome ou de l'artisanat travaillant en sous-traitance pour l'industrie, mais dans lesquels l'appartenance communautaire constitue un cadre imposé, une ressource et une contrainte, mais constitue un facteur tout à fait important et qui est surdéterminant dans la logique socio-économique et urbaine. Et puis, dans ce temps long, il y a peut-être quelque chose comme
une parenthèse historique, les 30 Glorieuses, la période de plein déploiement de l'économie fordiste, de l'économie également keynésienne, de la mise en place de l'État-providence, où d'une certaine façon, à la fois les filières et les trajectoires sont brisées, et où il y a un taux de croissance de l'emploi et un taux de croissance de l'économie. D'une certaine façon, c'est... je ne sais plus qui parle pour l'époque d'économie en montgolfière. Vous savez, l'ensemble de l'économie croît, la classe moyenne croît également de plus en plus. Et donc, dans ce taux de croissance et cette économie en montgolfière permet d'absorber l'ensemble des nouveaux arrivés à la ville et à l'emploi dans un statut salarial. Mais avec la fin des 30 Glorieuses, d'une certaine façon, on peut se demander si on n'est pas revenu à quelque chose qui est pluriséculaire, qui existait avant cette période des 30 Glorieuses, et qui est cette articulation entre l'artisanat et l'industrie de sous-traitance, telle qu'elle pouvait exister avant, et telle que, d'après un certain nombre de sociologues, je pense par exemple à ceux qui parlent de la condition du précariat actuel, hein, le fin du salariat. Je pense notamment par exemple à Pierre-Michel Menger, qui voit dans le travail précaire, dans l'agglomération de compétences sur la base de production ponctuelle, il y voit des logiques aussi dans lesquelles les processus traditionnels de trajectoire, d'interconnaissance, d'organisation artisanale sur une base locale est tout à fait importante. Pour continuer sur Mengel, par exemple, vous avez travaillé sur les Italiens de Montreuil. Menger travaille sur les intermittents du spectacle à Montreuil aujourd'hui, et sur des rues entières qui étaient auparavant occupées par des travailleurs italiens, avec des petites maisons auto-construites par ces Italiens, qui sont reprises par des gens du cinéma, des scénaristes, des ingénieurs du son, etc., qui rachètent ces maisons, les agrandissent, et qui, c'est très frappant quand on observe ça sur place, et qui fonctionnent vraiment en communauté. Le fait d'habiter là, dans une rue du Bas-Montreuil, c'est très important parce que ça permet d'avoir accès à des informations sur les tournages qui vont se faire, sur les opportunités d'accéder à l'emploi. Et puis d'autre part, les activités de ce type peuvent être très rémunératrices, mais sont aussi précaires. Et donc d'une certaine façon, on ne sait pas quand on va travailler, c'est un travail en pointillé. Et le fait d'être en situation d'interconnaissance forte et de relation de confiance avec une communauté professionnelle, mais aussi de pratiques et de représentation et de valeurs très fortes, quasiment une communauté ethnique, celle des bobos qui se crée là, eh bien, ça permet de faire garder ses enfants, par exemple. On a un tournage à l'étranger, on va partir une semaine, 3 semaines, on confie ses enfants à sa voisine, qui, elle, ne participe pas au même tournage, mais à cherche de revanche, etc. Et donc, d'une certaine façon, les logiques à base communautaire, vous parliez des Auvergnats, on pourrait parler des Savoyards, enfin, il y a toute une série d'exemples historiques de ce type. Donc, dans l'histoire, ces appartenances communautaires étaient un facteur très important, donc, de fluidification des rapports sociaux, de stabilisation des rapports à l'économie et de sécurisation du quotidien par des mécanismes d'entraide qui permettent de se consacrer pleinement à des activités qui requièrent par à-coup des formes de mobilisation très importantes. Alors, il y a cet aspect-là qui me semble important. Donc la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'hypothèse des 30 Glorieuses comme parenthèse historique, vous la retiendriez ou pas? Et puis, enfin, il y a un autre point que je retiens de votre proposition, c'est la question du surtravail. En fait, vous nous avez bien dit comment, combien
ces activités communautaires sont souvent inscrites sur des créneaux d'activité à faible rentabilité, et cette faible rentabilité est compensée pour des populations qui ne bénéficient pas d'un capital culturel légitime ni d'un capital financier important. Donc ces créneaux peu rentables le sont malgré tout pour un certain nombre de populations à partir du moment où elles sont ancrées sur une communauté, ces populations, et cette communauté permet, comme le disait Robert Klustermann, de réduire les coûts de transaction, d'accéder à une main-d'œuvre, de réduire donc les incertitudes liées à l'anonymat, etc. Donc, d'une certaine façon, je crois que la question qui se pose, c'est celle du surtravail et des effets sociaux de ce surtravail. La conclusion générale la conclusion qu'on porte en général sur ces phénomènes de surtravail, c'est que c'est une forme d'auto-exploitation, d'une part, et puis d'une forme aussi de traîtrise sociale, dans la mesure où les exploités sont aussi exploiteurs le plus souvent. Les exploités du système économique deviennent des exploiteurs des membres de leur propre communauté, et donc tout ça produit des formes d'antagonismes sociaux qui devraient éclater et qui pourtant sont étouffés. Donc la question du surtravail m'amène à penser qu'on pourrait être dans un jugement de condamnation, mais en même temps, je pense à des travaux de Marie Stripier, qui est une sociologue, qui avait travaillé au début des années 80 sur la réussite scolaire d'un certain nombre d'enfants qui, habitant notamment dans des grands ensembles, à la Courneuve et à Gennevilliers, et ces enfants de population d'origine émigrée, habitant dans les grands ensembles, avaient des destins, dit-elle, très séparés, selon que leurs parents travaillaient à l'usine ou étaient chômeurs, ou alors selon que leurs parents étaient artisans, commerçants. Et ce qui inverse, et elle montrait que les enfants d'artisans et de commerçants, bien que très souvent étant exploités eux-mêmes, c'est-à-dire que des gamins de 10 ans se retrouvent à tenir la boutique, l'épicerie arabe à 10 heures du soir, alors qu'ils devraient être couchés ou ils devraient être en train de faire ses devoirs. De même que la fille de restaurateur vietnamien sert en boutique et fait la plonge jusqu'à tard le soir, alors qu'elle devrait ne pas y être aussi. Et donc, paradoxalement, Marie Stripier montrait que le taux d'échec scolaire de ces gamins et gamines était beaucoup plus faible que ceux des salariés. Et sa conclusion était que ces gamins de commerçants et d'artisans, d'une part, intériorisaient quelque chose que l'on dirait de manière, c'est presque un gros mot, mais qu'on dirait une morale du travail, et pouvaient se projeter dans un avenir positif. Et d'une certaine façon, il y avait un taux de réussite scolaire qui était d'autre part d'autant plus fort que l'origine de ces commerçants et ces ouvriers au Ouest n'était pas la même, évidemment, que le rapport à l'école n'était pas les mêmes, et que le destin des parents pour la deuxième génération n'était pas tout à fait le même. Donc, à la fois, les parents étaient utilisés, instrumentalisés, voire exploités leur progéniture, mais en même temps étaient extrêmement exigeants pour la réussite scolaire, et ces gamins ont pu avoir un taux de sortie de cette communauté qui était fort. Alors, je rejoins et je glisse vers l'intervention de Robert Klustermann. Je glisse par le passage en passant par les travaux de Bernard Lutz. Bernard Lutz est un historien de l'économie, un socio-économiste, autrichien, je crois, qui a fait paraître un ouvrage à la fin des années 80, début des années 90, aux éditions de la Maison des Sciences Sociales, aux éditions de l'HESS, un livre qui s'appelle « Le mirage de l'économie marchande ». Et dans cet ouvrage, Bernard Lutz développait la notion d'économie traditionnelle.
Il disait, en gros, l'économie traditionnelle, c'est l'économie dans laquelle la raison d'être de l'unité productive, l'entreprise, n'est pas de produire du profit, mais la raison d'être est de produire une forme de pérennisation. Il s'agit pour cette unité à la fois sociale et économique de se pérenniser dans le temps, d'assurer donc sa survie sur une longue période, tout en permettant aux membres de cette unité sociale qui y participent de trouver à la fois des ressources matérielles suffisantes pour vivre dans la société d'accueil, mais également pour se projeter vers un avenir ascensionnel. Et il disait, c'est très différent, cette économie traditionnelle de l'économie marchande, parce que la logique du profit, la logique de la rentabilité, la notion de productivité n'a pas beaucoup de sens. Au contraire, c'est la faible productivité qui est la condition de l'intégration d'un nombre important de membres de cette activité, de cette entreprise. Donc, je glisse vers, comme je le disais, vers Robert Klustermann, et je prendrai, pour réagir sur son propos, je prendrai le schéma qu'il nous avait proposé, qui est un schéma proposé dans le texte que vous nous aviez envoyé, qui est un schéma qui s'organise selon 3 échelles de lecture, qui me semble tout à fait importante à intégrer. Vous nous dites dans votre papier, et puis vous l'avez repris même si c'est de manière implicite dans votre propos, vous nous dites il faut appréhender la question du communauté et de leur apport économique selon à la fois l'échelle micro de l'individu qui fait un calcul stratégique, mais aussi de l'échelle macro qui est celui des contextes fordistes, post-fordistes, taux de croissance important ou pas, besoin de main-d'œuvre qualifiée sur tel ou tel secteur, etc. Et puis, enfin, la 3e échelle, l'échelle méso, qui est justement l'échelle de la communauté, l'échelle de l'inscription à la fois sociale et locale dans un groupe, dans une unité qui permet de trouver des ressources, d'accéder à des opportunités, qui permet d'établir un terme que vous avez utilisé et qui me semble tout à fait important, qui permet d'établir la confiance. Vous savez à quel point les structures de confiance, c'est-à-dire les facteurs de réduction des incertitudes dans les transactions sociales et les transactions économiques sont tout à fait importants. Et donc, je crois que votre analyse selon ces trois paramètres, ces 3 échelles de lecture sont tout à fait importantes pour nous et nous permettent à la fois avoir une lecture structurelle complémentaire d'une lecture historique. C'est ce que nous espérions faire durant cette matinée. Alors, merci Monsieur Genestier.